Salut les démons, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 111 de Dragon Ball Super, le fameux match Hit versus Jiren. L'issue de ce combat-là était tellement prévisible, et en plus il y a exactement 6 mois en arrière, je vous en avais fait une vidéo de prédiction pour vous dire, bien avant que le tournoi du pouvoir démarre lui-même, que Hit allait se faire éliminer par Jiren. Alors la Toei s'est pas emmerdée avec autant de détails que moi, que j'ai pu le faire dans la prédiction. Ils se sont pas trop fait mal à la tête en cherchant à savoir si l'utilisation du Tokitobashi était possible dans le monde du vide ou pas. D'ailleurs, ils n'ont même pas expliqué comment Hit était capable de le faire. J'ai l'impression que la Toei s'en fout. Mais en tout cas, le résultat est bel et bien celui-ci. Une mise en avant énorme du personnage de Jiren. Déjà parce qu'il a combattu Goku dans un match épique la semaine dernière, et parce qu'aujourd'hui il s'est fait et il a éliminé complètement du tournoi du pouvoir le fameux Hit, l'assassin légendaire de l'univers 6, sachant que c'est un personnage dont je pense qu'on est à peu près tous fans. Il y a certainement des gens qui ne l'aiment pas, mais en tout cas sur ma zone commentaire, je n'ai jamais vu quelqu'un me dire je n'aime pas ce personnage. Au pire, vous êtes indifférent, mais sinon je n'ai pas vu quelqu'un me dire « Ah, je le déteste celui-ci ». Et pourtant, la Toei Animation et surtout Toriyama ont pris le truc à revers en faisant en sorte de l'éliminer, ce qui était tout à fait normal. Du coup, commençons dans la review de cet épisode-là, et on va prendre les choses depuis le début, très directement à la suite, épisode 110, dans laquelle Freezer était menaçant envers Goku. Et ça sera une des rares fois où tous les fans étaient d'accord sur une seule prédiction, et qu'en plus elle s'est réalisée. Et c'est vraiment très rare, parce que déjà c'est rare qu'une grosse prédiction à la mode dans la communauté Dragon Ball se réalise, parce que sûrement que les scénaristes font le travail nécessaire pour nous surprendre, nous les spectateurs, et aussi par rapport à cette fameuse habitude de Toriyama d'aller en contresens par rapport à ce que les fans sont supposés attendre de lui. Mais bon, là on va dire que l'hommage à ce qui a pu se faire sur Namek était tellement prévisible que oui, notre prédiction, aussi bien la vôtre que la mienne que celle de tout le monde, j'ai envie de dire, s'est réalisée. Freezer a bien donné de son énergie, de son ki, et non pas de son Genki comme il a pu le faire pour le Genki-Dama, histoire justement de redonner quelques forces à Goku. Bien sûr que Freezer ne s'est pas vidé de toutes ses forces, même lors du Genki-Dama, ne vous inquiétez pas que Freezer est pas con pour se mettre à sec au niveau de ses réserves, mais il en a donné suffisamment à Goku pour qu'il puisse bien bouger, se déplacer, et à la limite avoir un minimum de répondance si un petit adversaire vient contre lui. Donc forcément, la dette de Freezer envers Goku, qui Goku en Super Saiyan 1 sur la planète Namek avait donné de son ki à Freezer, bon ben voilà, maintenant la balance est à 0, et ces deux vieux ennemis de quasiment toujours, eh bien ne se doivent plus rien. Malgré tout, on a eu un Freezer qui était dans la lignée de ce qu'on a pu avoir, sachant que jusqu'à présent, si vous avez bien remarqué, à chaque fois que Goku, là par exemple quand il s'est transformé, quand il a utilisé le Migate no Gokui, beaucoup de monde disent l'Ultra Instinct, mais ça me fait bizarre parce que d'habitude, chez les fans Dragon Ball, on prend les mots originaux. Vous savez que moi je m'en fous, hein. Si on se comprend, c'est l'essentiel. Mais pour vous donner des exemples, c'est quand même assez rare, sauf exception près, comme par exemple Kid Buu qui vient de l'américain. Mais sinon, par exemple, si on prend le cas de Gohan, on va souvent dire Gohan potentiel éveillé ou Gohan ultime. Mais par contre, Gohan mystique, ça se dit beaucoup, mais ça vient de l'américain et on le dit moins. Comme Trunks Ultra, vous voyez, tout le monde parle de Trunks Daisandankai, alors que pourtant c'est plus facile de dire Ultra. Là c'est bizarre parce que je prends du recul et j'observe la communauté et je vois que c'est l'Ultra Instinct qui ressort, alors que si vous remettez l'épisode et que vous allez au moment où les sous-titres vous affichent Ultra Instinct, eh bien écoutez ce que dit Freezer Goku, il dit Migate no Gokui. C'est ni un bon point ni un mauvais point, mais en tout cas c'est drôle d'observer ce que peut faire la communauté d'une œuvre et se l'adapter à sa façon. Et là où je voulais en venir par rapport à ce Freezer justement qui était dans la lignée de ce qu'on a vu, c'est qu'il est intéressé par Goku. Intéressé par sa transformation, ça c'est clair et net. Et si vous vous rappelez bien, dans une de mes revues il y a quelques semaines en arrière, quand Freezer se battait contre Jimmy's, le Yardra qui se téléportait, et que Freezer était capable, même je crois les yeux fermés, si je dis pas de bêtises, d'anticiper en quelque sorte les déplacements du Yardra et de se positionner au bon endroit pour le taper. Je vous avais dit, j'ai l'impression que c'est un prémisse à la fameuse technique de Whis, sachant que le Migate no Gokui nous était pas révélé encore pleinement. Donc je pense que déjà Freezer de son côté était plus ou moins dans la recherche de cette technique-là, sans forcément savoir ce que c'est, mais en tout cas il était sur une bonne voie, et maintenant ça lui a été mis sous les yeux. Il a vu que même les Akaishin tremblent face à ça, parce que les Akaishin déjà se disent comment ça se fait, moi je suis dieu de la destruction, j'y arrive moyen à le faire, et l'autre il est juste un mortel et il le fait, et en plus les Akaishin se disent que s'il y a un mec balèze qui sait le maîtriser, ben, il pourra poser des problèmes aux Akaishin au combat. Sachant que Freezer est un mec balèze qui a un potentiel de progression qui est sûrement presque illimité comme les Saiyans, parce que même si son mode de progression est totalement différent de celui des Saiyans, on voit que Toriyama lui apporte une attention de plus en plus forte dans Dragon Ball Super qu'il n'a plus jamais lui apporté à Freezer. En termes de son évolution, etc. 4 mois d'entraînement, il revient avec le Golden. Donc ça, c'est comme un buffet à volonté. Tant que Toriyama voudra lui donner des power-ups, il en donnera. Ça, ne vous inquiétez pas. Du coup, forcément que Freezer doit s'intéresser à cette technique-là.
à la maîtriser, ce mode de combat. Ça m'étonnerait pas qu'il l'atteigne, sincèrement. Et je pense que c'est un mode de combat qui risque de se démocratiser, on va dire, par rapport aux différents guerriers sur le ring. On pourrait avoir du Vegeta, du Gohan, quelque chose comme ça. Même si j'espère quand même qu'on aura des transformations un petit peu personnalisées et uniques, on va dire, par personnage. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce que le Super Saiyan 1 soit atteint par tous les Saiyans, idem pour le 2, machin. Bon, le 3, le pauvre Vegeta ne l'a pas, mais voilà, vous m'avez compris. Techniquement, Vegeta pourrait quand même possiblement l'avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a Amigaté no Gokui, bien qu'on ait quelque chose d'autre chez Vegeta, vous voyez. Et bon, pour conclure sur le cas Freezer, toujours cette envie d'observer, de faire évoluer les choses à sa manière et de manipuler les différents pions sur cet échiquier qui est représenté par le ring du tournoi du pouvoir. S'il a redonné l'énergie à Goku, c'est pour une bonne raison. C'est parce que Freezer a jugé inutile de trahir l'univers 7 maintenant. Il est loin de pouvoir accéder au Super Dragon Ball, etc. Donc pour le moment, ça sert à rien de se mouiller parce qu'il va devoir se taper contre plus d'adversaires que prévu parce que Vegeta et tout vont vouloir le taper. Mais tout ça est voulu et réfléchi, comme par exemple quand il lui dit « Je voudrais que tu te tapes contre le monstre de Jiren encore, j'aimerais éviter ça moi-même ». Avec quand même un sourire sur lui, donc je pense que Freezer comprend que se faire Jiren à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'impossible pour lui. Mais je suis sûr que d'un autre côté de sa tête, Freezer va trouver le plan pour pouvoir ne plus être ridicule face à un Jiren. Et d'ailleurs, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça serait tellement cool, sans parler de cohérence ou quoi que ce soit, mais juste du côté cool, d'avoir un Freezer contre Jiren. Je sais pas pour vous, mais je pense que ça serait une affiche qui défoncerait tout, sincèrement. Si Toriyama arrive à trouver le power-up cohérent et cool pour Freezer, et qu'il arrive à en faire en sorte qu'il se mette en face de Jiren pour une raison ou une autre, franchement je pense qu'on va avoir un remake de l'épisode 109-110, sauf que ça sera à la sauce Freezer, vous voyez. Et le truc c'est que si Freezer atteint un pouvoir si élevé, il sera pas si gentil et si loyal, etc. que Goku. Et en plus c'est emblématique de voir sûrement le plus grand ennemi du passé de Goku affronter le nouveau plus grand ennemi de Goku du présent, quoi. Vous voyez, ça serait le truc de cinglé. Sachant que les deux ont un physique humanoïde un petit peu extraterrestre, machin, donc c'est intéressant. Bon, je pense que quand même j'en ai assez fait sur le cas de Freezer et on va passer à Hit. C'est quand même son épisode à lui et c'est aussi celui qui aura fait qu'il sera mis de côté. Malgré tout, Hit a été loin d'avoir démérité. Je trouve qu'il a mené un excellent combat, qu'il a fait tout ce qu'il a pu, voire même plus. Même si on n'a pas eu le Hit qui power up comme il a pu le faire, vous savez, sa fameuse évolution comme il a pu le faire dans le tournoi de Champa contre Beerus, j'ai quand même senti un Hit en pleine évolution. Parce qu'il a adapté sa tactique, parce qu'il encaissait les coups sauvagement histoire de trouver le timing de Jiren. Il a tenté le tout pour le tout avec des attaques, sa carte maîtresse, etc. Comme quand Goku a sorti le Genki Dama, l'attaque de Jiren à la fin c'était la même chose, mais en version Hit, vous voyez, c'était pas un Genki Dama, mais c'était sa carte maîtresse. Donc c'est à ce sens-là que j'ai trouvé que Hit évolue au cours du combat. Et de toute façon, j'en attendais pas moins de lui. Et forcément, je vais recrever l'abcès ici, parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos de prédiction. Mais le fait que Hit se fasse éliminer maintenant, pour moi, c'est loin d'être incohérent. D'ailleurs, si vous avez vu cette fameuse vidéo de prédiction, je m'attendais à ce que Hit se fasse éliminer beaucoup plus tôt que ça, et même avant que le combat Goku face à Jiren ne se produise. Parce que ça aurait donné un choc, etc. à tout le monde, et à nous aussi les spectateurs. Mais pour moi, c'est le moyen parfait de valorisation du personnage de Jiren, parce que Hit est un personnage cool, c'est un personnage surpuissant avec des techniques spéciales excellentes, son fameux Tokitobashi, etc. Mais malgré le fait qu'on soit tous très nombreux à beaucoup aimer ce personnage-là, eh bien il y a une chose qui le différencie de Vegeta, de Gohan ou je sais pas qui, c'est tout simplement que Hit, on ne le connaît pas depuis si longtemps que ça. C'est-à-dire que même si vous l'adorez, que vous avez tout fait pour avoir une carte sur Dokkan ou je sais pas quoi, eh bien votre affectif pour ce personnage-là ne peut pas égaler celui de la nostalgie pour d'autres personnages. Et donc forcément que à choisir entre éliminer Vegeta face à Jiren ou éliminer Hit face à Jiren, le choix était vite fait du côté des scénaristes. Hit, c'est mieux. Parce que Hit, il est idéal pour démontrer la puissance de Jiren, mais il est aussi idéal pour ne pas trop frustrer les fans, même si je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont déçus, mais je pense que c'était le meilleur compromis pour laisser les gars de la Team Univers 7 intacts. Donc écoutez les devins, vous avez vu de vos propres yeux le combat beaucoup mieux que je ne pourrais le décrire avec mes mots, donc je vais pas forcément m'attarder énormément sur oui, Hit a mis un coup à gauche, l'autre il a renvoyé un coup sur la droite, voilà, on s'en fout. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement vu l'épisode, ou au pire que vous allez le voir, parce que je sais que certains regardent les reviews avant la sortie de l'épisode. Mais du coup, je vais progresser assez vite sur l'évolution de ce combat-là, Hit versus Jiren. C'était un combat super dynamique. En parlant de dynamisme, parlons aussi de l'animation. J'ai trouvé que l'animation était très bien. Pas parfaite, pas excellente, mais très bien. Par contre, les dessins, ils étaient bons, mais parfois trop grossiers. Donc au final, en termes d'animation et de dessin, je mets quand même une bonne note à l'épisode, mais il y avait quand même mieux à faire. Il y a aussi bien sûr la comparaison dans nos têtes entre la fin d'épisode 110 et ce début d'épisode 111, forcément, on ne peut pas s'empêcher, c'est humain. Mais malgré tout, j'ai trouvé que cet épisode tenait très bien la route, qui mettait très bien en scène les choses. La réalisation était bonne, même si les dessins ne pouvaient pas suivre parfois.
et qu'en tout cas ça n'entachait pas du tout le dynamisme du combat. Les coups qui s'envoyaient de droite à gauche, le Tokitobashi de Hit, en plus Hit faisait en sorte d'attaquer toujours dans les points morts, des angles morts, mais comme Jiren est surpuissant par rapport à ça, donc il arrivait à se défaire de l'emprise du Tokitobashi grâce à sa puissance. Et rappelez-vous, dans le manga et dans l'épisode 72, on nous a prouvé et dit très clairement que si quelqu'un a un niveau de ki supérieur à celui de Hit, eh bien le Tokitobashi ne marchera pas beaucoup, voire même ne marchera pas du tout. Et pour vous donner un exemple de mise en scène réussie, mais de dessin qui n'était pas forcément au top niveau, eh bien c'est quand Hit a échangé quelques coups avec Jiren, et que Hit est passé en mode Tokitobashi ou je sais pas trop quoi, sur le rocher pile en face justement pour faire un tête-à-tête avec Jiren, et les deux se regardaient droit dans les yeux. Le dessin était pas forcément le plus beau que j'ai pu voir de toute l'histoire de Dragon Ball Super, mais en termes d'impact sur moi, c'était quand même fort. Ça m'a rappelé justement la semaine dernière quand Goku a collé sa tête contre Jiren. Alors la semaine dernière, les dessins étaient super réussis, alors que là, bon, ça laisse à désirer. Mais le fait de se dire que Hit comprend que Jiren est très largement plus fort physiquement que lui, mais qu'il va quand même contre lui au plus près, alors qu'on aurait pu penser que Hit allait garder ses distances, vous voyez. Et en plus derrière, il a essayé de lui faire une petite arnaque, avec un espèce de clone de Tokitobashi, etc. En gros, un faux clone temporel, histoire de berner Jiren, mais ça ne marche pas. Jiren est un vrai monstre et Freezer le dit lui-même. Donc au final, je ne sais pas si vous avez pu voir sur Twitter ou Facebook ou n'importe où les réseaux sociaux, il y avait une image qui tournait beaucoup, un gif, dans lequel on voyait Hit et Jiren qui se téléportaient l'un derrière l'autre en disant « Je suis le plus rapide, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi », vous voyez. Je pense que ça doit parler à certaines personnes, c'était un truc assez marrant. Et au final, c'est ça qui s'est passé dans l'épisode. C'était à celui qui allait se téléporter le plus vite dans le dos de l'autre. Sauf que tout au long de cet échange-là, de téléportation, de Tokitobashi, de tout ce que vous voulez, il y en a qu'un qui se prenait des coups et c'était Hit. Et forcément, ça ne pouvait pas continuer trop longtemps dans ce sens-là. Je pense que vous comprenez bien pourquoi. Sachant que Hit aussi n'a pas démérité sur le fait que des coups de Jiren, il en a encaissé des tas. Donc d'un côté, je pense que Jiren était loin d'être à fond et il était loin d'être au même niveau de puissance et de force qu'il a pu envoyer face à Goku la semaine dernière. Je pense pas qu'il en a lâché autant sincèrement, mais quand même si Jiren se retient, je pense que les coups vous les sentez bien passer. Donc tout cet échange, voilà, était intéressant, je suis en train de progresser au fil de l'épisode avec vous. Derrière, on a eu aussi des petites phases comme ça d'inquiétude de la part de Fuwa le Kaioshin, de l'univers 6 et de Champa. Mais dans l'ensemble de l'épisode, j'ai trouvé Champa moins dans le côté humoristique, drôle, machin. Champa est toujours là à crier fort, non mais qu'est-ce qui arrive à Hit, machin. Bon, il l'a fait un petit peu, on a quand même eu du Champa, mais moins que d'habitude. Et j'ai préféré cette version-là de Champa parce que, ok, Champa est inquiet, mais de l'autre côté, Champa a bien vu et compris de ses propres yeux que Hit a fait tout ce qu'il a pu, et même plus. Donc cette espèce de reconnaissance implicite Hit de la part de Champa, je l'ai vraiment apprécié. Et du coup, une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est le bon moment pour le faire, c'est tout simplement qu'on a vu Goku dans un rôle qui ne lui appartient pas d'habitude, c'est-à-dire celui d'être sur le côté en train d'observer les combats. D'habitude, c'est plus lui qui est en train de combattre et les autres qui l'observent. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant. Bon, c'est pas ça qui m'a fait vibrer durant l'épisode, mais j'ai trouvé que ce petit truc-là était cool. Ils ont pas juste laissé Goku à moitié allongé sur un rocher. Il était là en train d'observer. Alors que d'habitude, ça, c'est la place de Krillin ou de Tenchin Han, ou vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, ça a été utile parce que quand même, ça a permis d'introduire les Namek, Saoneru et Pirina. Pour ceux qui se poseraient la question, Saoneru c'est bien sûr celui qui ressemble à Piccolo, qui est plus fin et plus petit de taille, et celui le plus gros des deux qui ressemble un petit peu, mais pas trop, faut pas abuser non plus, mais qui ressemble un petit peu à Slug, et ben lui c'est Pirina. Et au passage, petite mention spéciale, c'est un choix qui doit sûrement venir des studios de la Toei, parce que Toriyama lui-même a dit qu'il s'en foutait un petit peu des couleurs qu'il donne à ses personnages, etc. C'est pour ça que ça lui est arrivé de coloriser ses personnages de différentes couleurs, de différents tons de couleurs, mais justement cette variation de couleurs de la part de ces Namek de l'univers 6, j'ai trouvé très intéressante. En un clin d'œil, ça permet de les différencier de ceux de l'univers 7, alors que pourtant leur design est quasiment le même. À 99%, c'est à peu près la même chose qu'un Namek de l'univers 7, vous voyez. Donc au passage, ils sont toujours dans le vert, mais tandis que Piccolo est plus sur un vert grenouille, ça me rappelle ma Game Boy Color vert grenouille à l'époque, ben les Namek de l'univers 6 sont plus sur un vert un petit peu bleuté, vous voyez, je trouve ça intéressant. Mais bon, quand même, point négatif de l'épisode, c'est qu'au final, il n'y aura eu aucun dialogue. Je pense que ça arrivera, forcément, deux Namek se rencontrent, de deux univers différents, ils vont se parler. Mais mis à part les deux Namek qui ont dit « Ah, tu es un Namek » et Piccolo qui a souri, mais bon, derrière, ils se sont jetés dessus pour se fracasser la tête. Vous voyez, avec Gohan à côté, lui, il a tellement traîné avec Piccolo que maintenant, il finit par se prendre pour un Namek. Vous voyez, non, mais je rigole, mais mis à part ça, on n'a pas eu d'explication, on n'a pas eu rien du tout, quoi. Derrière, une phase qui a dû énerver beaucoup de monde, moi, ça ne m'énerve pas, parce que j'attends de voir où vont aller les scénaristes avec ça, mais cette fameuse Ribrianne, elle est en train de se battre contre Vegeta, donc petite incohérence, je dirais, c'est que rappelez-vous, la dernière fois, enfin l'avant-dernière fois plutôt, où Vegeta s'est battu contre Ribrianne, il est allé jusqu'au Super Saiyan 1 et Ribrianne tenait la route face à lui. Là, Vegeta avait l'air supérieur à Ribrianne, sauf qu'il était en forme normale. Faudra nous expliquer le délire, hein, mais bon. En tout cas, c'est vrai qu'on traîne en longueur énormément avec elle. À chaque fois, elle se fait sauver. Elle peut tomber contre les plus forts, contre Goku et Vegeta, elle se fait pas éliminer. Elle est passée très proche de Jiren, Jiren ne l'a pas éliminée, donc c'est limite la plus chanceuse de ce tournoi, c'est elle, et elle est toujours là.
Et rappelez-vous de je vais pas la remettre à l'écran, mais cette fameuse image du calendrier officiel Dragon Ball Super, dans laquelle, en page 12, eh bien, on voit les personnages les plus importants du tournoi, on voit Vermoud, on voit Hélès, on voit Goku, on voit Jiren, Kale, machin, et qui on voit sur la page, on voit aussi Ribrianne. Et ça, je vous avais dit, je pense que c'est peut-être un indice que Ribrianne va rester très longtemps dans ce tournoi, et qu'elle aura probablement un rôle important. Lequel, je n'en sais rien, je suis toujours honnête avec vous, mais les scénaristes ont quelque chose pour elle en tête. Donc c'est pour ça que pour le moment, je ne crie pas au scandale par rapport à Ribrianne, parce que j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Mais s'ils nous l'ont laissé sous les yeux pendant autant d'épisodes, et imaginez que dans les 2 épisodes, à l'épisode 113, elle se fasse éliminer n'importe comment, Vegeta, Humaine Claque ou je sais pas trop quoi, franchement là oui, je vous rejoindrai les personnes en zone commentaire qui disent mais que fout cette Ribrianne là dans le tournoi, etc. Là je serais d'accord avec vous, parce que au final tu ne la gardes aussi longtemps, à vue d'œil elle est pas utile, au scénario elle est pas cool, elle a rien pour elle en quelque sorte, mais elle est toujours là. Donc la dernière chance, c'est qu'elle apporte quelque chose au scénario. Mais si ça n'est pas le cas, ça causera des problèmes. Après bon, je suis bien conscient que la Toanimation s'en fout de mon avis, mais en tout cas, je serai bien là pour vous le partager comme d'habitude. Donc vous avez bien compris que ce combat Vegeta-Ribrianne n'a mené à rien. Il y a même Rosie qui est venue la défendre, et elles ont pu se cacher. Même Rosie, je vous avoue que je l'avais oublié. C'est vrai qu'on l'a vu la semaine dernière, mais dans ma tête, c'est limite si elle et sa copine, là, elles étaient éliminées. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'elle nous cache quelque chose, surtout Ribrianne. À la limite, si Rosie et sa copine sont toujours là et qu'elles se font éliminer à la va-vite, ça me gêne pas, parce qu'elles sont pas là dans les épisodes, elles nous font pas chier, vous voyez ce que je veux dire? Mais Ribrianne, on peut vraiment dire qu'elle est là. Bon, ensuite de ça, eh bien, Hit nous affirme qu'il a compris plus ou moins le timing des coups de Jiren, et c'est déjà énorme de sa part, et il fait en sorte d'envoyer une attaque, vous savez, sa fameuse attaque d'assassin. Il l'envoie, mais Jiren, bien sûr, il attrape ça, il le fracasse, sauf que Hit, ayant compris le fameux timing de Jiren, eh bien ça lui permet de se téléporter en mode Tokitobashi, etc. et de profiter de cette faille que Hit a pu remarquer auprès de Jiren et de l'exploiter. Ça ne veut pas dire forcément que Hit est plus rapide ou quoi que ce soit que Jiren, pour 2 raisons. Déjà parce qu'on ne nous a pas dit quel était l'effet concret du Tokitobashi sur Jiren, parce que rappelez-vous que quand quelqu'un a un ki supérieur à celui de Hit, le Tokitobashi ne marche pas. Et visuellement, quel est l'effet? Eh bien le Tokitobashi se pète, se fracasse, etc. Je vous mettrai une image de l'épisode 72 de DBS, Goku l'a fait. Mais là, Jiren n'a pas fracassé le Tokitobashi à proprement parler, il était dedans, mais il pouvait bouger. Donc, on pourrait supposer, mais ça n'a pas été dit, là je vous laisse avec votre choix et votre décision, mais on pourrait penser que Jiren était quand même un minimum ralenti. Le temps de pouvoir se défaire de cette emprise du Tokitobashi, de réaliser qu'il est pris dans le Tokitobashi, etc. Il doit y avoir un ralentissement quelque part. Mais bon, sa rapidité et sa force est tellement immense qu'il compense ça très facilement. Mais ça donne quand même un léger avantage à Hit. Et deuxième chose, c'est tout simplement que Hit a combattu d'une certaine manière face à Jiren. Et comme je vous ai dit en début d'épisode, il est clair et net que Jiren n'a pas donné le même niveau de puissance, de ki et de vitesse qu'il a pu le faire face à Goku la semaine dernière. Vous le voyez bien aux impacts des coups, etc. Et du coup, le truc, c'est que Hit a été très intelligent. Ça veut dire que Hit n'a pas montré le meilleur de lui-même forcément contre Jiren, et Jiren s'est dit bon, en restant à ce niveau-là, ça va le faire face à Hit, parce que vous avez bien remarqué que Jiren s'économise le plus possible aussi. Et bien, une fois que Hit a bien capté le timing de contre-attaque, etc. de Jiren, il y est probablement allé plus vite que ce qu'il a déjà montré à Jiren, en combinant ça au Tokitobashi qui ralentit probablement. Vous voyez, ça fait beaucoup d'hypothèses, mais on essaie de bricoler avec ce qu'on a, je peux pas faire mieux. Et si vous combinez alors ce Jiren qui se l'a joué, non mais moi j'ai pas besoin de me mettre à fond, je me retiens, et Hit qui a donné le meilleur de lui-même, eh bien le coup est passé. Je pense que c'était comme ça, après vous me direz en zone commentaire, mais je pense pas qu'on a là une supériorité en termes de vitesse de Hit face à Jiren. Franchement, je n'y crois pas. Et forcément que dans l'épisode, il y avait à avoir un moment où Hit allait briller, donc s'il voulait le faire one-shot, il aurait été déjà one-shot dans l'épisode 110 et on n'en parlerait même plus. S'il y a un épisode qui s'appelle Hit versus Jiren, c'est bien pour que l'épisode mette un minimum en avant le personnage de Hit, et il le méritait bien, je trouve. Et donc avec une explication qui manquait énormément de clarté en quelque sorte, parce que si vous voulez, le visuel de l'attaque ressemble en quasiment tout point à l'attaque d'Assassin, vous savez, qu'il a pu faire contre Kenshi par exemple, et qu'il a pu faire contre Goku en épisode 71-72, quand ça prend le cœur et ça le tord, etc. là, en tendant son poing. Eh bien Hit a fait ça, sauf qu'il s'est approché de Jiren et lui a dit que cette attaque-là allait le piéger dans une cage du temps, et qu'il ne pourrait plus bouger. Donc du coup, moi là où je bug un peu et je comprends pas trop, c'est est-ce que Hit a fait simplement une attaque qui emprisonne Jiren dans une fameuse cage du temps, etc. Ou est-ce que Hit a fait une double attaque? C'est-à-dire que en plus de lui envoyer son coup d'assassin en plein dans le cœur, comme on a pu voir le trou, l'espèce de fossé au niveau du cœur de Jiren, et il a couplé ça avec son fameux emprisonnement en cage du temps, machin. C'est un petit peu bizarre, on n'a pas la réponse concrète. Moi je trouve que la réponse la plus cool, c'est il a fait les 2 attaques en même temps, et en plus Jiren a pu s'en libérer, parce que vous avez vu que
le creux il a réussi à l'annuler, mais je vous avoue que c'était un petit peu flou à ce moment-là de l'épisode. Bon, en tout cas, ça n'enlève rien au côté superbe de cet épisode-là et des événements de ce combat, etc. Et du coup, là, on en arrive sur une phase intéressante où Hit, malgré le manque d'explication, eh bien, il arrive à bloquer Jiren. Et d'ailleurs, c'est pas forcément un défaut, mais c'est quand même dans ce genre de moment où je me rends compte que Dragon Ball Super a pour cible les jeunes enfants japonais de 10 ans, etc. Tout simplement parce que la série tente parfois de lancer des thématiques qui sont cool, comme dans l'arc Zamasu, les timelines. Et par exemple des attaques qui sont cool et qui sont recherchées comme le Tokitobashi, c'est très compliqué le Tokitobashi comme fonctionnement, etc. C'est pas un Kamehameha, vous voyez. Eh bien il y a toujours un moment où ça pêche, c'est au moment des explications. Les timelines ne sont pas forcément claires au moment de l'arc Zamasu. Surtout si vous essayez de comparer l'anime et le manga, là ça ne correspond presque plus du tout. Dans les grandes lignes oui, mais dans les détails ça correspond pas du tout. D'ailleurs je devais en faire une vidéo de ça mais j'ai toujours pas eu le temps. Et par exemple pour le Tokitobashi, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Comment est-ce que ça se fait que ça puisse fonctionner dans le monde du vide? Moi je suis pas fermé d'esprit, je ne dis pas non c'est pas possible que ça marche pas. Moi je vous dis je suis d'avis que ça n'est pas possible que ça puisse marcher de manière infinie parce que Hit stocke le temps. Donc il est dans un monde où il n'y a pas de temps. Donc une fois que ses stocks seront épuisés, il ne peut pas les recharger et ne peut plus utiliser à nouveau le Tokitobashi. Ce truc-là ne s'est pas produit, donc moi ce que j'attendais de l'épisode c'était une légère phrase d'explication, quelque chose comme ça. Par exemple Champa qui dit mais comment ça se fait qu'il peut utiliser le Tokitobashi et Vados lui répond. Et là après moi j'étais content, hein, je me serais pas battu contre les événements. Et du coup je trouve que parfois Dragon Ball Super ne répond pas forcément aux interrogations des spectateurs, tout simplement parce qu'ils doivent se dire que bon c'est pour les petits enfants machin, c'est eux qui représentent la plus grosse part de marché du truc, c'est eux qui font probablement aussi vendre le plus de goodies et de produits dérivés, et qu'il n'y a pas forcément besoin de trop se casser la tête sur la quantité d'explications à fournir. C'est pour ça que quand on arrive dans la version manga, comme on dit papier, eh bien les explications sont toujours beaucoup plus fournies, parce que c'est pas forcément la version manga de Dragon Ball Super qui fait vendre des produits dérivés. D'ailleurs c'est pour ça que l'anime sort avant le manga, et c'est aussi pour ça que le manga sort qu'une fois par mois, un chapitre, et je vous rappelle aussi que le manga, officiellement, par la Shueisha, etc., ils en font le marketing comme quoi ça serait un outil de vente pour l'anime Dragon Ball Super. En gros, le jeune qui va découvrir Dragon Ball Super avec le manga, il va vouloir envie d'en voir plus, sauf qu'il n'y a pas plus dans le manga, et il va se tourner vers l'anime qui est le produit central de la série, vous voyez. Et bien du coup, étant donné que le manga est un petit peu moins commercial et tourné sur la finance, etc. que l'anime, eh bien le manga peut se permettre à laisser un petit peu plus de part à l'artistique et à tout ce qui est explication, scénario, machin. Bon, en tout cas, en poursuivant dans cet épisode-là, on a eu aussi une phase cool. Tout simplement quand Hit a dit à Kabe, ne m'aidez pas, Kabe Caulifla-Kale, ne m'aidez pas, allez faire ce que vous avez à faire, moi je m'occupe de lui tout seul. Bon, déjà c'était présomptueux de dire ça, et ma question en fait c'était pendant le petit moment où Jiren était immobilisé ou alors il bougeait à moitié, là il tremblait des jambes, il avait du mal à avancer. Pourquoi est-ce que Kabe, Kale et Caulifla ne se sont pas mis à fond pour lui envoyer un coup et essayer d'éjecter Jiren? Je ne dis pas que ça aurait marché, parce que l'autre c'est un monstre, donc il aurait peut-être contré ça, mais je me dis quand même un Kabe de niveau Super Saiyan 1, ou voire Super Saiyan 1 Full Power, Caulifla Super Saiyan 2, et Kale, c'est elle qui a le pouvoir le plus monstrueux des trois, avec son Super Saiyan Berserker, une attaque combinée des trois où il donne le meilleur d'eux-mêmes avec Hit qui retient Jiren le plus possible, ça veut dire qu'il ne peut pas forcément avoir de garde complète, mis à part son espèce de bouclier là qu'il crée avec ses yeux, mais sinon il ne peut pas. Sachant que Jiren était quasiment au bord de sortir du ring, donc il fallait pas le pousser trop loin non plus pour l'éjecter, il y avait des chances que ça marche. Bon, c'est dommage, mais forcément les scénaristes n'ont pas envie d'éjecter Jiren, c'est pas le plan du tout. Et le plan c'est bien sûr d'éliminer Hit. Donc Jiren reprend le dessus sur ce combat là, et on a eu une scène incroyablement belle, même si encore les jeunes enfants vont se poser beaucoup de questions je pense, parce que c'était pas forcément clair, mais en tout cas cette boule de ki, de temps, pour mieux contrôler le temps qu'a fait Hit était tout simplement magnifique. Encore Jiren a fait des trucs avec ses yeux, et c'est vrai que vous avez été nombreux à me proposer des idées par rapport aux yeux de Jiren, et jusqu'à présent j'étais pas très chaud, mais le truc quand même que je constate, et vous avez bien raison sur ça ceux qui m'en ont parlé, c'est tout simplement que Jiren n'arrête pas de répéter des choses avec ses yeux. On a des plans assez un petit peu bizarres avec des reflets parfois bleutés sur ses yeux. Il attaque énormément avec ses yeux. Alors il l'a fait une fois face à Goku d'attaquer, et ça fait plein de petites attaques de ki, etc. Mais il faut aussi se rappeler que Jiren a repoussé le Genkidama avec ses yeux, que là il fait une barrière face à l'attaque temporelle bizarre de ki là, de Hit. Grâce à ses yeux il a constitué la barrière. Et une fois qu'il est arrivé à venir à bout justement de cette attaque de Hit dans une scène qui était très cool et cette confrontation entre les deux, etc. Ben derrière, que fait Jiren alors qu'il a les mains libres? Il se sert de ses yeux pour faire encore des attaques partout sur le corps de Hit comme il a pu le faire la semaine dernière sur Goku. Donc c'est vrai qu'il y a un délire bizarre avec ses yeux. Est-ce que c'est juste un effet de répétition, comme des fois les blagues ont fait un effet de répétition pour qu'elles soient plus drôles? Eh bien est-ce qu'on insiste sur les yeux de Jiren pour nous dire que le mec juste avec ses yeux ça suffit? Parce que dans Dragon Ball, quand il y a un mec beaucoup plus puissant que l'autre et qu'il l'attaque avec ses yeux pour l'intimider, ça arrive qu'une fois, voire deux maximum. Mais là, en très peu de temps, ça fait énormément que ça se reproduit du côté de Jiren, donc est-ce qu'il n'y a pas une certaine dépendance de Jiren par rapport à ses yeux, un pouvoir? Bon, j'avais envie de mettre un petit peu plus en avant cette théorie que plusieurs abonnés m'ont envoyée.
Il y en a qui sont allés très très loin, il y en a qui prenaient beaucoup de recul, voire même plus que moi, mais en tout cas je voulais vous partager cette idée-là, parce que même si je n'y crois pas à l'heure actuelle, c'est quand même quelque chose qui m'intrigue énormément. Et bon, si on revient dans l'action de l'épisode, et bien à partir de là, Hit s'est complètement fait enchaîner. Hit a livré un magnifique combat, mais à partir de là, il s'est presque fait ridiculiser en quelque sorte. Il s'est fait complètement marcher dessus. Et en plus, Jiren lui a fait une Kale. Qu'est-ce que j'appelle une Kale? Eh bien, c'est tout simplement de lui envoyer son espèce de boule d'énergie là, orange, de le faire voler comme une fusée, de baisser les bras, de les croiser et de dire c'est fini. Et là, il y a une explosion énorme et Hit se fait expulser. Désolé de le dire comme ça, mais comme une merde. Vous avez vu la manière dont il est sorti. Je vous avoue que pour la scène de sortie de Hit, je m'attendais à quelque chose de plus épique, dans laquelle Hit lutterait un petit peu plus. Surtout que c'est une attaque qu'on a déjà vue face à Kale, avec exactement la même animation, etc. Donc ça a fait un petit peu du mal à l'image du personnage de Hit, je trouve. Mais quand on voit le niveau de puissance de Jiren, je vois pas pourquoi Jiren aurait encore attendu que Hit se relève, de faire un combat, une confrontation, machin. Il fallait en finir et Jiren a fini le truc. Donc vous avez été nombreux à me dire que les Zeno n'ont pas appuyé sur la tablette pour confirmer l'élimination de Hit. Je pense que ça arrivera en début d'épisode prochain, étant donné que là on a directement quitté l'épisode sur l'élimination de Hit. Mais je vous fais quand même remarquer le fait que le Daishinkan a prononcé les mots « Hit est éliminé », donc je vois pas pourquoi Hit retournerait sur une du tournoi du pouvoir, mis à part si ça part en gros bordel qu'il y a tout le monde qui vient se battre en bas pour une autre raison, tournoi interrompu, machin. Mais dans le contexte classique du tournoi du pouvoir, je vois pas pourquoi il y retournerait. Et sinon, en cette fin d'épisode, bon, on voit que Kiabe reprend du poil de la bête, et ça fait plaisir. C'est pour ça que le message que Hit a passé en tant que leader à ses camarades était très joli. Et Hit lui-même se savait perdu en quelque sorte. Et j'ai beaucoup aimé encore une fois la réaction de Ciampa. Bien sûr, dans l'étonnement, il était apeuré, etc. Mais il s'est pas mis à crier sur Hit. Il a très bien compris. Et j'ai vu un Ciampa qui agissait un petit peu plus comme un Beerus. Parce que c'est vrai que même si les deux se ressemblent et sont souvent enfantins quand ils se tapent dessus et tout, j'ai toujours trouvé que Beerus était le plus mature des deux. Et bien là, j'ai trouvé un Beerus se rapprochant mentalement de son frère et c'était très intéressant aussi. Donc, deuxième moitié de tournoi du pouvoir qui démarre. Les fameuses 50 premières tacks sont écoulées, donc on passe à la suite. Et le Daishinkan fait en sorte que l'ambiance du tournoi du pouvoir ne soit plus sombre, là, cette espèce de mauve très foncé, vraiment très foncé, limite dans le noir. Et là, on passe sur du vert, un machin verdâtre, un petit peu comme quand Zamasu s'était emparé du ciel dans l'anime, un petit peu comme le monde de Mirai Trunks, mais en beaucoup plus coloré, lumineux. Donc j'avais mis de côté ce monde du vide, mais là il est vraiment revenu au centre de mon esprit. C'est vraiment bizarre que le Daishinkan puisse le modeler en termes de couleurs, etc. comme il le veut, parce que c'est un monde du vide, il est censé y avoir rien, mais le Daishinkan peut changer la couleur du rien, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus il a fait ça très vite, comme s'il était en train de changer la couleur d'une ampoule à LED, vous voyez? Bon, c'est un petit peu bizarre quand même ce délire là, je pense qu'il y a un truc avec ce monde du vide, c'est pas possible. Et arrivé en toute fin d'épisode, on a eu une scène que beaucoup de monde n'ont pas forcément compris, et même moi j'ai trouvé que Jiren a agi de manière un petit peu trop naïve, légère, etc. tout ce que vous voulez. Tout simplement quand il a dit bon ben les plus gros ennemis sont sortis, il a regardé Goku dans le sens lui il est pas sorti mais c'est pareil, ça revient au même. Donc maintenant je me casse et je pars méditer. Ça franchement c'était bizarre, mais en même temps ça donne un côté très cool au personnage. Ça veut dire que le mec sent qu'il n'y a plus personne qui arrive à sa cheville, que Toppo et Dispo peuvent faire le reste, et le mec se casse faire ce qu'il a à faire. Et à la limite, si 5 minutes avant la fin, il y en a d'autres qui restent, ben, il se lèvera, il les fracassera. Mais sinon, le mec trouve que c'est bon, il a gagné. Alors qu'on est dans un contexte de tournoi du pouvoir. Donc ça renforce le charisme de ce personnage-là, son assurance, sa fierté, etc. Sa confiance en ses pouvoirs, mais ça manque quand même un petit côté limite présomptueux et un peu bête de pas en finir tout de suite, parce que là, il pourrait finir. Après, d'un côté plus logique, même si Jiren est un monstre, il y a aussi certaines choses qu'il ne dit pas à haute voix, tout simplement le fait qu'il a besoin de recharger ses batteries, parce qu'il vient de livrer des combats énormissimes, il a fallu qu'il repousse le Genki Dama, Goku Kaioken x20, machin, bon, le Goku Ultra Instinct, il a fallu qu'il se batte contre Hit et ses techniques temporelles, donc je pense que lutter contre les techniques temporelles, ça doit demander beaucoup de ki, beaucoup plus que de lutter contre de la force brute pure, donc d'une manière ou d'une autre, forcément que Jiren doit avoir envie aussi de recharger ces batteries-là, et il le fait par le biais de la méditation. Et je suis très content. Franchement, s'il y a une prédiction dont je suis le plus fier, c'est pas le fait que Jiren ait éliminé Hit. J'en suis content, mais bon, vous m'avez compris. Mais le truc que je suis content d'avoir prédit, qui est arrivé dans cet épisode-là, c'est le côté central et essentiel de la méditation. Comme je le dis à chaque fois, c'est quelque chose qu'on voit chez Piccolo, que l'on a vu dans l'entraînement très récent autour de l'épisode 88 de Gohan. On le voit dans l'opening aussi, Gohan qui médite. Donc je trouve que ça, c'est un aspect très central, et qui est selon moi une piste d'alternative au ki divin, parce que jusqu'à présent, Jiren n'a pas de ki divin, on est bien d'accord. Et donc c'est une sorte de méthode d'évolution des mortels à leur manière et qui est capable de leur faire égaler des pouvoirs divins. Et probablement d'atteindre des niveaux du type Ultra Instinct, Migate no Goku et machin. Donc je pense que j'ai pas besoin de me répéter sur la méditation, je vous en ai parlé pendant un bon moment de ça, donc je vais pas tout répéter et ceux qui sont là depuis quelques semaines le savent. Mais j'espère vraiment que du côté scénario, on explorera ce type d'explication là, de nous dire à quoi ça peut servir, de nous dire comment Jiren a pu s'entraîner, pourquoi pas grâce à ça, etc.
de faire des liens, parce que rappelez-vous, le fameux Freezer, le Shin Golden Freezer, qui s'est entraîné mentalement en enfer, eh bien c'est une forme de méditation aussi, donc vous voyez qu'il y a pas mal de trucs qu'on peut emboîter, et j'espère que les scénaristes ne vont pas hésiter pour le faire. Et finalement, pour conclure l'épisode, on a les robots de l'univers 3 qui tentent d'attaquer Jiren, c'était la bonne occasion j'ai envie de dire, mais rien que son bouclier de ki les repousse, et ça aurait été encore plus cool de voir Jiren les éliminer juste à la force de son bouclier de ki, ça aurait donné une ampleur encore plus forte au personnage là, vous imaginez, le mec il est en train de méditer, déjà c'est pas du tout le lieu et l'endroit pour le faire mais il le fait, et même en faisant ça il élimine 1 ou 2 gars, ça aurait été super cool mais bon, dommage ils l'ont pas fait. Au passage, avant de vous laisser les devins sur cette fin d'épisode, il y a 2 choses, il y en a une qui est très rapide, c'est que l'épisode nous tease sur le fait que Goku se demande est-ce que je pourrais redevenir Goku Ultra Instinct machin. Donc moi je suis persuadé que oui, ça sera probablement une forme un petit peu plus évoluée ou je sais pas quoi, mais la réponse est oui de mon côté. Et l'autre chose, c'est que je voulais vous dire que je trouve un petit peu dommage le personnage qui est devenu Toppo. Tout simplement parce que Toppo, on aimait beaucoup quand il s'est tapé contre Goku dans le tournoi préliminaire à ce tournoi-là, et c'était un personnage qui en imposait énormément, et surtout c'est un personnage qui est le Hakaishin remplaçant de Vermouth, c'est-à-dire que quand Vermouth va partir à la retraite, c'est Toppo le Hakaishin, c'est pas Jiren ou un inconnu. Eh bien pour l'instant, là on est le 15 octobre, donc d'ici là de l'eau va coller sur les ponts dans les autres épisodes, mais pour l'instant en tout cas, je trouve que le traitement de Toppo n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous a vendu par rapport à lui, et que j'en attendais quand même beaucoup plus, pas en termes de puissance. Je trouve que sa puissance est cool et correcte, mais je veux dire en termes de mise en avant du personnage, Toppo, bon voilà, il fait 2-3 Justice Flash et des poses et des dabs, mais après, où est le côté cool qui doit le représenter en tant que futur dieu de la destruction, etc. Pour le moment, j'ai vraiment perdu ce côté-là, vous voyez, et ça c'est dommage. Bon, en tout cas, je veux pas du tout vous laisser sur cette note négative dans l'épisode, et je veux surtout vous dire et vous redire que j'ai adoré cet épisode-là. Franchement, ils auraient fait un triple épisode, 109, 110, 111, ça aurait très bien pu passer comme ça, bon, l'animation aurait redescendu, mais je veux dire, en termes de qualité d'action et de scènes qui nous sont proposées, je trouve que voilà, on pouvait faire un lot et le grouper, hein. Donc vraiment très content de cet épisode-là, il n'y a pas de grosse analyse à en faire ressortir, mais c'était pas plus mal de se laisser aller face à juste des pures scènes d'action. Je pense vraiment avoir fait le tour de cette review d'épisode 111 de Dragon Ball Super, j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime. C'est vrai qu'on bat vraiment des records ces derniers jours sur ma chaîne en termes de likes. Le nombre de 2300 likes était un record et vous l'avez battu ensuite, donc vraiment je ne peux que vous en remercier du fond du cœur. Je remercie également tous les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui se seront abonnées suite à cette vidéo là. Prenez tous vraiment soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.